y a un intérêt, évidemment, chez les humains depuis toujours autour de la question d'origine. Le vieux problème, d'où venons-nous? On voit bien qu'il y a une histoire de la vie, on a la difficulté à remonter dans le passé, et grâce à l'astronomie, maintenant, on apprend que, eh bien, notre origine, elle est dans le ciel. C'est-à-dire que notre existence, elle dépend d'une quantité d'événements qui se sont passés dans le passé. Je ne parle pas seulement des parents, des grands-parents, etc., des animaux, l'évolution, tout ce que Darwin nous a appris, mais ce que l'astronomie nous apprend aujourd'hui dans des phénomènes comme d'où vient la Terre, d'où viennent les étoiles, d'où vient la lumière, d'où vient l'univers. Tout ce questionnement-là d'origine est très présent dans l'humanité depuis toujours. Il y a toujours eu cette curiosité. Et là, grâce, oui, à l'astronomie, à Galilée, à tous les gens qui nous ont fait comprendre un petit peu tout ça, on a appris que notre origine, nous venons du ciel. Nous sommes des poussières d'étoiles, comme on dit. Ce sont les étoiles qui ont fabriqué les atomes dont nous sommes formés. Et c'est à partir de là que nous essayons de retrouver nos origines en répondant à une question très simple. C'est que l'astronomie, aujourd'hui, nous apprend que le passé le plus ancien de l'univers est dans un état très différent d'aujourd'hui. Il était extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux, une sorte d'explosion, c'est pour ça qu'on parle de Big Bang. Il différait de l'univers d'aujourd'hui dans le sens qu'il n'y avait aucune organisation complexe. Il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait même pas de molécules, il n'y avait même pas d'atomes. Donc l'univers des premiers temps, c'est quelque chose de totalement désorganisé. Et toute l'histoire des sciences, c'est de nous raconter comment on est passé de cet état chaotique, chaud, lumineux, mais sans structure, à l'état présent où il y a toutes ces structures, toutes ces merveilles, et en particulier le corps humain, qui est probablement une des plus grandes merveilles qui a jamais été fabriquée dans l'univers, puisque avec le corps humain, nous sommes capables de voir l'univers et d'essayer de le comprendre, d'essayer de voir d'où nous venons. C'est ça l'intérêt, je dirais, des connaissances scientifiques aujourd'hui. C'est cette relation qu'elles font avec nous, ici, présents, à regarder le monde, à essayer de comprendre, et l'univers dans lequel des chapitres antérieurs ont amené ce qu'on peut appeler l'infrastructure de la pensée, c'est-à-dire le cerveau, les neurones, et puis, etc. Et là, on s'aperçoit que toutes les sciences qu'on apprend à l'école, la chimie, la physique, la géologie, la planétologie, la psychologie, sont des chapitres d'une très longue histoire qui est ce que j'aime appeler la belle histoire, qui est l'histoire de comment on est arrivé à vivre, comment on est arrivé à avoir ce cerveau avec des propriétés fantastiques. Donc je pense que la question de l'origine pour les êtres humains, elle a pris une dimension gigantesque quand on a commencé à faire de l'astronomie, qu'on a découvert que l'univers n'est pas tout petit avec la Terre au centre et quelques étoiles autour, mais qu'il est gigantesque, et que dans cet univers, il y a eu des fantastiques quantités d'événements qui sont des explosions d'étoiles, des collisions de galaxies, des volcans, tout ça qui a progressivement amené cette lente, on peut dire, maturation de la matière qui s'organise et dont nous sommes un des exemples les plus perfectionnés à notre connaissance, en tout cas. Mais si on regarde l'histoire de la vie sur la Terre, c'est quand même aussi très long. Ce qu'on sait, c'est que notre boule Terre est née il y a à peu près 4 milliards 500 millions d'années et qu'à cette période, c'était une boule de lave incandescente à 1000 degrés ou plus. Donc, certainement stérile. Il n'y a pas de vie à ces températures. Que quelques millions d'années ou centaines de millions d'années plus tard, elle est refroidie, l'eau s'est condensée, il y a des océans, des lacs, et dans cette eau foisonnent des myriades de petits organismes vivants. Ça, c'est un des grands problèmes de la science aujourd'hui, c'est comment cette matière dite inerte s'est organisée à une échelle microscopique, invisible à l'œil nu, mais quand même vivante. Ça veut dire pouvant se reproduire,
se stabiliser, se déplacer et tout cela. Donc ça, c'est le premier chapitre. À partir de là, la vie évolue et on passe progressivement aux arthropodes, aux mollusques, aux poissons, aux amphibiens, et puis un jour aux singes. Et là arrive un autre phénomène, un autre événement fantastique qui date d'à peu près 7 millions d'années. Une espèce animale, un mammifère, un singe, pourquoi lui plutôt qu'un autre, on n'en sait rien, tout d'un coup développe une propriété fantastique qui est l'intelligence. Il devient fantastiquement plus intelligent que n'importe quel autre organisme à cette époque. Entre le chimpanzé, qui est vraisemblablement, nous disent les biologistes, notre ancêtre, et Einstein, qui écrit la théorie de la relativité, vous voyez, la progression fantastique, elle, a été relativement rapide. Sur ce plan, on peut dire que ça a été assez rapide. C'est dans 2 ou 3 millions d'années par rapport aux milliards d'années de la vie sur la Terre et aux milliards d'années de l'univers. Donc ça, c'est la seconde histoire, je dirais, c'est l'histoire de comment nous sommes devenus intelligents et les problèmes que pose aujourd'hui cette intelligence fabuleuse par rapport, évidemment, à l'environnement, à la destruction de l'environnement. Quand on regarde la Terre à partir du ciel, la nuit, ce qui frappe, c'est que nous sommes partout. Nous sommes une espèce qui a eu énormément de succès. Vous voyez une lumière blanche jaunâtre qui est les villes, vous voyez les autoroutes, on voit qu'on est partout. Il y a du rouge qui représente les torchères, les puits de pétrole. Il y a du mauve qui représente les feux de forêt à grande échelle au Congo, en Indonésie, en Amazonie. Il y a, assez remarquable, des taches vertes près du Japon. Ce sont des pêches aux lampes à eau. C'est des pêches avec des petits bateaux, mais il y en a des milliers. Et ces pêches-là sont tellement efficaces qu'aujourd'hui, nous savons que nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit naturellement. Ce qui montre comment, dans les dernières 50 ou 100 dernières années, on a atteint la limite où la Terre est pleine et nous commençons à la surutiliser, à la dégrader par des pesticides, par exemple, qui rendent les sols stériles. La puissance de l'intelligence humaine est arrivée, je dirais, les dates un peu critiques, c'est à la fin de la dernière guerre, 1950-60, quand tout d'un coup le nombre de voitures se multiplie démesurément, le gaz carbonique qui est émis, le réchauffement de la planète, tous les effets sur la planète. On sait maintenant que nous sommes en train d'acidifier l'océan, ce qui veut dire qu'un océan acide est beaucoup moins fertile dans le sens que les petits organismes microscopiques, le plancton n'arrive plus à se former. Donc nous sommes tellement puissants que nous sommes devenus un agent majeur de la transformation de toute la planète. Pouvoir réchauffer l'océan, c'est pas rien. C'est vraiment... on est en mesure de le faire et que ces transformations sont, pas toujours, mais généralement négatives, c'est-à-dire qu'ils nous nuisent, ils nous mettent en cause. Par exemple, le fait de vider les océans, eh bien, qu'est-ce qu'on va manger? Le fait de faire mourir les vers de terre en grande quantité par les pesticides, ben, les vers de terre, ça oxygène le sol, ça les rend fertiles. Donc, avec une population qui est toujours croissante, le nombre de terres fertiles diminue un peu partout sur la Terre. Et ça, c'est un phénomène également qui montre les rapports que nous avons avec notre puissance sont visibles même du ciel, dans le sens qu'on voit les feux de forêt, qu'on voit que la banquise fond. Tout ça, c'est une manifestation de notre puissance des êtres humains. Quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? L'astronomie et toutes les sciences, c'est le passé. Ça nous apprend d'où nous venons. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons ici? L'écologie, ça vous dit, oui, très bien, vous êtes là, mais attention, vous êtes menacé, vous êtes en danger. C'est donc quoi faire pour rester dans l'état dans lequel nous sommes
et ne pas être éliminés de la planète. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que l'humanité pourrait disparaître. La guerre froide, où on est venu à plusieurs reprises à deux doigts d'une guerre nucléaire qui aurait pu nous faire disparaître, on nous a enseigné que nous sommes l'espèce, le chef-d'œuvre de la création, le but de l'évolution. Tout ça, c'est faux. Nous sommes une espèce parmi des millions d'espèces, et les espèces qui ne vivent pas en harmonie avec la nature disparaissent. La nature ne fait pas de cadeaux. Je prends souvent l'exemple des tortues. Les tortues existent déjà depuis plus de 200 millions d'années. Ils ont traversé des quantités de perturbations, mais ils ont appris à vivre en harmonie avec la nature. Nous, c'est tout à fait le contraire. Au palmarès de l'harmonie avec la nature, nous sommes en bas de l'échelle. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse qui a existé, qui continue à éliminer régulièrement des quantités d'espèces vivantes. Eh bien, si nous n'arrivons pas à vivre en harmonie avec la nature, nous disparaîtrons. C'est ça que je pense, pour moi, qui est l'intérêt, c'est l'astronomie. Comment vous êtes arrivé ici, l'écologie, vous êtes en danger. C'est le message. Alors, les sciences maintenant doivent nous apprendre justement la connaissance qu'il faut pour vivre en harmonie avec la nature. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, des recherches sur la vie animale et sur les dangers de notre intervention, de notre existence, ont maintenant ce but de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans des conditions qui ne soient pas déplorables et qui soient peut-être comparables avec celles qu'on a, mais avec les menaces qui s'accumulent, c'est pas sûr que ça va rester comme ça. Ça pourrait même nous amener à disparaître. Donc l'écologie, c'est une volonté. C'est la volonté de dire nous allons agir pour que l'humanité puisse continuer à vivre sur la Terre dans des conditions convenables. Alors, il faut quand même un peu d'angoisse dans tout cela. Si on est complètement serein et complètement détendu, je ne sais pas si on peut arriver à y mettre l'énergie qu'il faut. Je crois que c'est assez important d'être lucide, de voir ce qui se passe, de voir les dangers qui pèsent sur nous et de pouvoir essayer d'y remédier. Si vous ne savez pas que vous êtes en danger, vous êtes en plus grand danger que si vous le savez. C'est déjà la première étape, c'est de dire quels sont les dangers et qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais très content d'apprendre que le 25e anniversaire de la Société d'astronomie serait l'occasion d'une extension de l'intérêt des astronomes à l'environnement. C'est-à-dire que jusqu'ici, on regardait le ciel. Aujourd'hui, on va intégrer non seulement le ciel, mais la vie. Et intégrer la vie, c'est s'adresser au problème de l'écologie. Donc, on m'a demandé d'être le parrain de cette extension qui va être célébrée le 7, 8 et 9 août de cette année lors du festival de la Nuit des Étoiles. Cette idée, je trouve très bien que les deux se rejoignent parce qu'il y a beaucoup de relations entre les deux. Je vous donne un exemple. En astronomie, j'ai travaillé longtemps sur des problèmes d'atmosphère. On s'adressait à l'atmosphère de Jupiter ou de Saturne. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une atmosphère qui nous est propre, qui nous est chère et qui est également menacée. Les connaissances accumulées par la théorie des atmosphères, la théorie des océans, sont toutes des connaissances qui peuvent servir justement dans le contexte de l'écologie, c'est-à-dire notre atmosphère, maintenant on la connaît bien grâce en partie à toutes les études qui ont été faites sur les atmosphères des autres planètes, ce qui s'appelle la planétologie. Les planètes sont toutes différentes, mais la théorie qui les étudie est essentiellement la même. Donc il y a cette extension, il y a d'une part cette ouverture vers le ciel pour savoir d'où nous venons et tout cela, mais aussi pour rencontrer les conditions difficiles que provoque l'interaction des êtres humains. Donc en ce sens, je crois que c'est une excellente idée et j'espère que ça donnera des résultats intéressants pour considérer le problème comme un ensemble, l'univers, les planètes et le danger, l'activité humaine, les problèmes qui se posent à nous. Les deux, les connaissances
sont mutuelles, les connaissances de l'un importent pour l'autre et vice-versa. Et c'est une heureuse extension de ce festival, de cette fête des étoiles.